Tu t'es converti, avait dit un jour le pasteur Martin à David. C'était presque au début. C'était aussi à l'époque où David commençait à se rendre compte qu'aux environs de 16 heures, la plupart des dimanches après-midi, le pasteur Jane Martin n'était plus vraiment sobre. Mais il avait néanmoins fallu quelques mois avant que David comprenne à quel point son nouveau maître buvait. En fait, ta conversion est la seule conversion véritablement authentique que j'ai jamais vue, peut-être la seule dont je serai jamais témoin. Les temps sont durs pour le Dieu de nos pères, David. Beaucoup de gens répètent des dogmes comme des perroquets, mais peu les appliquent dans leur vie. David n'était pas certain que le mot de conversion rendît exactement compte de ce qui lui était arrivé, mais cela ne l'avait pas préoccupé très longtemps. Quelque chose s'était produit, et il était déjà bien assez difficile de faire face à la situation. Ce changement l'avait conduit au pasteur Martin, et le pasteur Martin, ivre ou non, lui avait dit les choses qu'il avait besoin de savoir, l'avait engagé dans les tâches qu'il devait accomplir. Lors d'un de ses premiers dimanches après-midi, à la télévision ce jour-là, se déroulait un match de basket sans le son. Quand David lui avait demandé ce qu'il devait faire, le pasteur Martin lui avait répondu sans hésiter: le travail d'un nouveau chrétien est de rencontrer Dieu, de connaître Dieu, d'avoir foi en Dieu et d'aimer Dieu. Ce n'est pas comme au supermarché, où tu arrives avec ta liste de courses et où tu peux jeter des articles dans ton caddie dans l'ordre que tu veux. C'est une progression, comme en mathématiques, où l'on va du calcul élémentaire jusqu'aux problèmes les plus complexes. Tu as rencontré Dieu, et de façon assez spectaculaire, mais maintenant, il faut que tu apprennes à le connaître. Eh bien, je vous parle, avait dit David. Oui, et tu parles à Dieu, avait répondu le pasteur. Tu le fais, n'est-ce pas? Tu n'as pas renoncé à la prière? Oh non, dit David, mais il ne répond pas souvent. Le père Martin avait ri et bu une gorgée de sa tasse. Dieu est un piètre interlocuteur, je te le concède, mais il nous a laissé un manuel d'utilisation, et je te suggère de le consulter. Hein? Avait fait David. Ben oui, la Bible, avait dit le pasteur Martin, en le regardant par-dessus le bord de sa tasse, avec des yeux injectés de sang. Alors il avait lu la Bible. Commençant début mars, il avait terminé l'Apocalypse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Amen. Juste une semaine avant qu'il quitte l'Ohio. Il s'en était acquitté, comme de ses devoirs, 20 pages chaque soir, prenant des notes, mémorisant ce qui lui semblait important, ne sautant que les passages que le pasteur Martin l'avait autorisé à sauter, surtout les généalogies. Et maintenant, ce dont il se souvenait le plus clairement, frissonnant devant le lavabo de sa cellule tandis qu'il s'aspergeait d'eau froide, c'était l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Le roi Darius n'avait pas vraiment voulu y jeter Daniel, mais ses conseillers l'avaient piégé. David avait été stupéfait des liens entre la Bible et la politique. Mais arrête! Cria son père. David sursauta au cri qui le sortait de ses pensées et se retourna. Dans l'obscurité croissante, le visage de Ralph Carver était allongé par la terreur, ses yeux rouges de douleur. Dans son agitation, il avait l'air d'un gamin de 11 ans qui pique une colère. « Arrête immédiatement! Tu m'entends » David se retourna vers le lavabo sans répondre et éclaboussa d'eau son visage et ses cheveux. Il se souvint des dernières paroles du roi Darius juste avant qu'on emmène Daniel. « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » Il se souvint aussi de quelque chose d'autre, quelque chose que Daniel avait dit sur la raison pour laquelle Dieu avait fermé la gueule des lions. « Mais David! David !» Mais il ne voulut pas regarder son père à nouveau. Il ne pouvait pas. Il détestait voir son père pleurer, et jamais il ne l'avait vu ni entendu pleurer comme ça. C'était horrible, comme si on lui avait arraché les veines du cœur. « David, réponds-moi !»« Oh, fermez-la, vieux, » dit Marinville. « Fermez-la vous-même, » dit Marie. « Mais il énerve le coyote, » répondit Johnny. « David, » demanda Marie sans répondre au vieil écrivain, « qu'est-ce que tu fais ?» Mais David ne répondit pas. Ce n'était pas le genre de choses qu'on pouvait expliquer de façon rationnelle, même quand on avait le temps, parce que la foi n'est pas rationnelle. Le pasteur Martin lui avait souvent dit, lui enfonçant dans le crâne comme une règle de grammaire fondamentale, que les si n'aimaient pas les ré. Les hommes et les femmes saints d'esprit ne croient pas en Dieu, c'était tout. C'était comme ça. Je ne peux pas le dire en chair, avait dit le pasteur, parce que mes paroissiens partiraient en courant, mais c'est la vérité.
Dieu n'a rien à voir avec la raison. Dieu concerne la foi et la croyance. Et Dieu dit « Allez, retire le filet de sécurité. Et cela fait, retire aussi la corde qui t'assure. » David reprit de l'eau dans ses mains et s'en aspergea le visage et les cheveux. La tête aussi. La tête, c'était là que tout se jouerait, il le savait. C'était ce qu'il y avait de plus gros en lui, et il ne pensait pas que le crâne puisse beaucoup se contracter. David saisit le morceau de savon et entreprit de s'en enduire. Il ne s'occupa pas de ses jambes, elles ne poseraient pas de problème, mais il le fit mousser autant qu'il put sur tout le torse. Son père criait toujours, mais maintenant il n'avait plus le temps d'écouter, il fallait qu'il fasse vite. Et pas seulement parce qu'il risquait de perdre courage s'il s'arrêtait pour réfléchir et penser au coyote assis là. S'il laissait le savon sécher, il ne pourrait jouer son rôle de lubrifiant. Au contraire, il collerait et le retiendrait. Il passa rapidement le savon sur son cou et insista sur son visage et ses cheveux. Les yeux réduits à 2 fentes, le savon toujours serré dans une main, il s'approcha de la porte de sa cellule. Un barreau horizontal croisait les barreaux verticaux à environ 1 mètre du sol. L'espace entre les barreaux était de 10 centimètres au moins, peut-être 12. Les cellules de cette prison avaient été construites pour des hommes, des mineurs baraqués pour la plupart, et pas pour des gamins maigrichons de 11 ans, et ils ne pensaient pas avoir trop de mal à passer, du moins jusqu'à la tête. « Allez vite, dépêche-toi, ne réfléchis pas, aie foi en Dieu !» Il s'agenouilla, frissonnant et couvert de savon vert des fesses aux cheveux, et frotta le morceau de savon de haut en bas, d'abord sur le premier barreau peint en blanc, puis sur celui d'en face. Près du bureau, le coyote se leva. Son grognement se fit menaçant. Il fixait intensément David Carver de ses yeux jaunes. Son museau se retroussa en un sourire carnassier, très désagréable. « Non, David, non, ne fais pas ça, tu es fou !»« Mais il a raison, mon gars, » dit Marinville. Il s'était approché de la grille et tenait les barreaux à pleine main. Marie Jackson aussi. C'était embarrassant, mais probablement assez naturel, étant donné la façon dont son père se conduisait. Il fallait faire avec, il fallait qu'il parte tout de suite. Il n'avait pas pu obtenir d'eau chaude du robinet, et il se dit que le froid sécherait encore plus vite le savon sur sa peau. Il revint à l'histoire de Daniel et ses lions en posant un genou à terre, prêt à l'action. Pas très surprenant, étant donné les circonstances. Quand le roi Darius arriva et constata que Daniel était indemne, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, lui dit Daniel, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » David n'était pas sûr des termes exacts, mais il se souvenait du mot « innocent ». Il l'avait fasciné, il avait résonné tout au fond de lui, et maintenant il le disait à la voix qu'il entendait parfois, celle qu'il identifiait parfois comme étant la voix de l'autre. « Trouve-moi innocent, mon Dieu, trouve-moi innocent, et ferme la gueule de ce sac à puce. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. » Il se présenta de profil et transféra tout son poids sur un bras, comme Jack Palance faisant des pompes à la remise des Oscars. De cette façon, il put faire passer ses 2 pieds à la fois entre les barreaux. Il se contorsionna pour faire sortir ses chevilles, ses genoux et ses cuisses. Et c'est là qu'il sentit pour la première fois la fraîcheur savonneuse des barreaux peints contre sa peau. « Non !» hurla Marie. « Non, ne t'approche pas de lui, espèce de brute immonde, ne t'approche pas de lui !» Il y eut un clic, suivi du bruit que fait une bille en roulant. David tourna la tête, le temps de voir Marie, les mains hors des barreaux de sa cellule. Elle tenait quelque chose dans la main gauche. Il la vit y prendre une autre pièce de monnaie et la lancer vers le coyote. Cette fois, il y prêta à peine attention, quoiqu'elle eût atterri sur son flanc. L'animal, tête baissée, grondant, choisit plutôt de s'approcher des jambes nues de David. « Seigneur, se dit Johnny, ce sacré gosse doit avoir perdu la tête. » Il tira alors d'un geste la ceinture de son blouson de motard, étendit le bras aussi loin qu'il put hors des barreaux et abattit la boucle sur le flanc décharné du coyote à l'instant où il allait s'emparer du pied droit de l'enfant. Le coyote gémit de douleur autant que de surprise. Il se retourna et s'attaqua à la ceinture. Johnny la lui abandonna. Elle était trop mince et trop susceptible de céder entre les mâchoires du coyote avant que le gosse ait pu sortir. Si le gosse parvenait réellement à sortir, ce dont Johnny doutait. Il laissa filer la ceinture et enleva son lourd blouson de cuir sans lâcher le regard jaune du coyote, lui imposant de ne pas détourner ses yeux qui lui rappelaient ceux du flic.
L'enfant passa ses fesses entre les barreaux en retenant son souffle, et Johnny eut le temps de se demander quel en serait l'effet sur ses bijoux de famille. Le coyote voulut se tourner vers le bruit de l'enfant, qui inspirait à nouveau, et Johnny lui lança le blouson de cuir qu'il tenait par le col. Si l'animal n'avait pas avancé de 2 pas pour rattraper la ceinture, le blouson ne l'aurait même pas atteint. Mais le coyote avait avancé, et le blouson l'atteignit. Quand il lui frôla l'épaule, il se retourna et saisit le cuir si férocement que Johnny faillit le lâcher. Il tint bon, et la traction lui envoya la tête contre les barreaux. Ce fut comme un coup de poing, et une fusée rouge lumineuse décolla derrière ses yeux, mais il eut le temps de se féliciter que son nez ait atterri entre 2 barreaux et pas sur un barreau. Oh non, je ne te lâcherai pas, grogna Johnny, en enroulant le col de cuir autour de ses mains pour mieux tirer. Allez, viens, viens donc, sale bouffeur de charogne, viens ici me dire bonjour. Le coyote grognait férocement, la gueule bourrée de cuir. 1200 $ chez Barnes à New York. Johnny n'avait jamais pensé à ce genre d'utilisation quand il avait essayé le blouson dans le magasin. Il banda ses muscles, ses bras n'étaient pas aussi puissants que 30 ans plus tôt, mais il n'était pas flasque non plus, et il attira le coyote vers lui. Ses griffes glissaient sur le plancher. Il avait une patte contre le bureau et secouait le blouson de droite à gauche pour l'arracher des mains de Johnny. Le tube de pastilles tomba par terre et s'ouvrit. Des cartes s'envolèrent, suivies de clés de rechange, de la pharmacie de poche, aspirine, codéine, sucrète et tubes de préparation H. Les lunettes tombèrent et le foutu téléphone cellulaire. Il laissa le coyote reculer d'1 pas ou 2 afin d'entretenir son intérêt pour ce jeu, de le ferrer comme un poisson, puis il le tira de nouveau en avant. La bête se cogna la tête à l'angle du bureau cette fois, et ce bruit réchauffa le cœur de Johnny. « Arriba, ça te fait du bien, chérie ?»« Oh, dépêche-toi » cria Marie. « Dépêche-toi, David !» Johnny jeta un coup d'œil vers la cellule du gamin. Ce qu'il vit lui fit si peur que ses forces l'abandonnèrent. Quand le coyote tira une nouvelle fois sur le blouson, il faillit le lui arracher des mains. « Allez, dépêche-toi » cria à nouveau la femme. Mais Johnny vit que l'enfant ne pouvait pas se dépêcher. Savonné, nu comme une crevette décortiquée, il était resté coincé par le menton, toute la longueur de son corps dehors et la tête dans la cellule. Johnny eut une impression terrifiante quand il vit la torsion du cou et l'étirement de la mâchoire. Le gamin s'était pendu. Tout s'était passé à peu près bien jusqu'à ce qu'il arrive à la tête, mais là, il se retrouva vite coincé, la joue sur le plancher, le plat de la mâchoire contre un barreau et l'arrière du crâne contre l'autre. Un sentiment de panique dû à la claustrophobie, l'odeur du bois par terre, le contact du barreau de métal, le souvenir d'un tableau représentant un puritain dans un carcan, tout cela obscurcit sa vue comme un rideau noir. Il entendait son père qui hurlait, la femme qui criait, le coyote qui grondait, mais tous ces sons étaient lointains. Sa tête était coincée, et il allait lui falloir reculer, sauf qu'il n'était pas sûr de pouvoir le faire, parce que ses bras étaient sortis et que l'un d'eux était coincé sous lui. « Oh Seigneur, aide-moi » dit-il. Cela ne ressemblait pas à une prière. Il avait peut-être trop peur pour prier et trop peu de temps. « Par pitié, aide-moi, ne me laisse pas comme ça, je t'en supplie, aide-moi. » « Tourne la tête, dit la voix qu'il entendait parfois. Comme toujours, elle avait le ton presque détaché de celui qui énonce des vérités évidentes. Comme toujours, David la reconnut à la façon dont elle semblait passer à travers lui, plutôt qu'émaner de lui. Une image s'imposa alors à lui. Des mains posées de chaque côté d'un livre, pressant les pages les unes contre les autres, en dépit de la rigidité de la reliure. Mais sa tête pouvait-elle faire ça? David se dit, ou peut-être espéra seulement, qu'elle le pouvait, mais il fallait qu'il soit dans la bonne position. « Tourne la tête » répéta la voix. Quelque part derrière lui, il y eut un bruit de déchirure, puis la voix de Marinville, comme amusée, mais effrayée et scandalisée à la fois. « Est-ce que tu sais combien a coûté ce blouson ?» David se tortilla pour reposer sur le dos et non plus sur le flanc. Et il éprouva un immense soulagement quand il sentit qu'il s'échappait à la pression du barreau contre sa mâchoire. Il leva les bras et plaça ses paumes contre les barreaux. « Est-ce que ça c'est bien ?» se demanda-t-il. Pas de réponse. C'était très souvent qu'il n'y avait pas de réponse. Mais pourquoi? Parce que Dieu est cruel, répondit le pasteur Martin dans sa tête. Dieu est cruel? Et j'ai du maïs, David. Tu veux qu'on aille faire du pop-corn?
Peut-être qu'on pourra trouver un de ces vieux films d'horreur qui passent à la télé, peut-être même La Momie. Il chassa cette pensée et poussa avec les mains. Au début, il ne se passa rien, puis lentement, très lentement, sa tête savonnée commença à glisser entre les barreaux. Il eut un terrible moment quand il s'arrêta, les oreilles écrasées et la pression lui faisant battre les tempes, une pulsation qui était peut-être la pire douleur physique qu'il eût jamais connue. À cet instant, il fut certain qu'il allait rester coincé là et mourir dans les pires souffrances, comme un hérétique emprisonné dans quelque engin de torture de l'Inquisition. Il poussa de toute la force de ses paumes, les yeux fixés sur le plafond sale, avec une concentration extrême, et émit un petit gémissement de soulagement quand il sentit que sa tête glissait à nouveau. Lorsqu'il ne resta plus que la partie la plus étroite de son crâne, il put se libérer. Il se retrouva sans plus de mal dans la pièce, au-delà des barreaux. Une de ses oreilles saignait, mais il était dehors, il avait réussi. Nu, couvert de traînées vertes et mousseuses laissées par le savon, il s'assit. Une douleur monstrueuse lui traversa la tête d'arrière en avant, et pendant un instant, il sentit ses yeux sortir littéralement de leurs orbites, comme ceux d'un personnage de dessin animé qui vient de repérer une blonde appétissante. Le coyote était le moindre de ses problèmes, du moins pour l'instant. Dieu lui avait fermé la gueule avec un blouson de moto, des objets sortis des poches jonchaient le sol, et le blouson lui-même était déchiré. Un lambeau de cuir noir couvert de salive pendait d'un côté du museau du coyote, comme un cigare mâchouillé. « Allez, sors, David !» cria son père d'une voix rauque de larmes et d'angoisse. « Sors, tant que tu le peux encore !» L'homme aux cheveux gris, Marinville, jeta un coup d'œil à David. « Il a raison, gamin, fous le camp !»« Allez, Caïd !» dit-il au coyote furieux. « Tu peux faire mieux que ça ! Bon sang, j'aimerais bien être là quand tu chieras des fermetures à glissière à la pleine lune. » Et il tira violemment sur le blouson. Le coyote glissa sur le parquet, tête baissée, cou distendu, patte avant raide, secouant sa tête étroite pour arracher le blouson des mains de Marinville. David pivota sur ses genoux et attrapa ses vêtements à travers les barreaux. Il tâta son pantalon pour vérifier la présence de la cartouche dans la poche. Elle était toujours là. Il se leva, et pendant quelques secondes, le monde tourna comme un manège. Il dut attraper un barreau de son ancienne cellule pour ne pas tomber, et Billingsley posa une main sur la sienne. Il la trouva d'une chaleur surprenante. « Allez, vas-y, mon gars, dit-il. Il ne reste plus beaucoup de temps. » David se détourna et tituba vers la porte. Sa tête l'élançait toujours, et il n'avait guère d'équilibre. Il lui sembla que la porte était sur un fauteuil à bascule. Il trébucha, évita de tomber, et ouvrit le battant. Il se retourna vers son père. « Je reviendrai, dit-il. »« Oh, pas question, répliqua son père. Trouve un téléphone et appelle les flics, David. Les flics d'État, et sois prudent. » Un violent bruit de déchirure retentit soudain quand le très onéreux blouson de Johnny se sépara finalement en deux. Le coyote, qui ne s'attendait pas à une victoire si soudaine, fut projeté en arrière, roula sur le flanc et vit l'enfant nu à la porte. Il se remit sur ses pattes et vola vers lui avec une sorte de rugissement. Marie hurla. « File, gamin, sors d'ici !» cria Johnny. David fit un pas en arrière et claqua la porte derrière lui. Une fraction de seconde plus tard, le coyote percuta la porte avec un bruit mat. Un hurlement, terrible parce qu'il était si proche, s'éleva de la prison. C'était comme si l'animal savait qu'il avait été roulé, se dit David, comme s'il savait aussi qu'à son retour, l'homme qu'il avait appelé ici ne serait pas content. Il y eut un autre choc quand le coyote se jeta à nouveau sur la porte. Un silence, puis un troisième choc. L'animal hurla à nouveau. La poitrine et les bras savonneux de David se couvrirent de chair de poule. Devant lui descendait l'escalier où sa sœur était morte. Si le flic fou ne l'avait pas déplacée, elle serait toujours en bas, l'attendant dans l'ombre, les yeux ouverts et accusateurs, lui demandant pourquoi il n'avait pas arrêté le grand croque-mitaine. Et à quoi servait un grand frère s'il ne pouvait arrêter un croque-mitaine ? « Oh, je ne peux pas descendre, se dit David. Je ne peux pas, c'est impossible. » Mais il le fallait. Dehors, le vent soufflait assez fort pour faire craquer le bâtiment de briques comme un bateau dans la tempête. David entendait aussi le sable qui crépitait sur la façade et la porte comme une neige fine. Le coyote hurla de nouveau, séparé de lui par 2 centimètres de bois, et le sachant. David ferma les yeux et pressa ses doigts entrelacés devant sa bouche. « Seigneur, c'est encore David. Je suis dans la panade, Seigneur, une de ces panades.
Je t'en prie, protège-moi et aide-moi à faire ce que j'ai à faire. Je t'en prie, Jésus. Amen. Il ouvrit les yeux, inspira profondément et saisit la rampe. Puis, toujours nu, sa main libre tenant ses vêtements contre sa poitrine, David Carver descendit dans l'obscurité. Steve tenta de parler, mais n'y parvint pas. Il essaya à nouveau, sans plus de succès, mais cette fois un petit bruit sec sortit de sa gorge. On aurait dit une souris qui pète derrière une plainte, se dit-il. Cynthia lui serrait la main si fort que c'en était douloureux, mais cela semblait sans importance. Il ne savait pas combien de temps il serait resté planté à la porte de la salle, au bout du baraquement, si dehors le vent n'avait pas soulevé quelque chose qui avait dévalé la rue à grand bruit. Cynthia reprit son souffle comme quelqu'un qu'on a frappé et posa sur son visage la main qui ne tenait pas Steve. Elle se tourna pour le regarder, de sorte qu'il ne put voir qu'un seul grand œil horrifié dont s'écoulaient des larmes. « Mais pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi » Il secoua la tête. Il ne savait pas pourquoi, il n'en avait pas la moindre idée. Il n'était certain que de deux choses. Les gens qui avaient fait ça étaient partis, sinon Cynthia et lui seraient déjà morts. Et lui, Stephen Ames, de Lubbock dans le Texas, ne voulait pas être là quand il déciderait de revenir. Le vaste espace à l'extrémité du baraquement semblait être à la fois un atelier, un laboratoire et une zone de stockage. Il était éclairé par des lampes puissantes au plafond, surmontées de réflecteurs en métal, un peu comme celles qui pendaient au-dessus des tables de billard dans les clubs. Elles diffusaient des rayons jaune citron intenses. Deux équipes pouvaient manifestement travailler là en même temps, l'une essayant le minerai à gauche, pendant que l'autre le triait et le répertoriait sur la droite. Il y avait des paniers à linge en plastique rangés le long du mur de la zone de tri, remplis d'échantillons de roches, presque toujours noirs, d'autres avec des échantillons plus petits, presque des cailloux, dont les éclats de quartz scintillaient. Du côté des essais, si c'était bien ce qu'on y faisait, des Macintosh s'alignaient sur une longue table jonchée d'outils et de manuels. Les ordinateurs étaient tous sur économiseurs d'écran. Plusieurs affichaient des sortes d'hélices multicolores au-dessus des mots « chromatographie des gaz, prête ». Un autre, sûrement pas sous licence Disney, montrait Dingo qui baissait son pantalon toutes les 7 secondes, révélant un gros sexe sur lequel était écrit « Huic, huic ». Tout au fond, devant une porte de garage fermée, portant les mots « Bienvenue dans le repère d'Hernando » peint en bleu, stationnait un tracteur muni d'une remorque à ridelles pleine de roches, elle aussi. Au mur à gauche, une pancarte disait « Port du casque obligatoire, ordre de l'inspection du travail, pas d'excuses ». Sous la pancarte s'alignaient des patères, mais aucun casque n'y pendait. Les casques étaient disposés par terre, sous les pieds des gens qui, eux, étaient pendus aux patères, comme des carcasses dans le réfrigérateur d'un boucher. « Steve, est-ce que ce sont des mannequins, comme dans les vitrines ? C'est une plaisanterie. »« Non, dit-il, d'une voix aussi poussiéreuse que l'air au dehors, mais qui lui prouva qu'il pouvait dire un mot. « Tu sais bien que non. Et lâche-moi, Cynthia, tu me casses la main. »« Oh, ne me force pas à te lâcher, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Elle avait toujours son autre main sur son visage, et elle regardait d'un œil les corps qui se balançaient au fond de la pièce. À la radio, David Lee Murphy avait remplacé les Tractors, puis David Lee Murphy avait cédé la place à une réclame pour chez Wallen, le magasin d'Austin où l'on trouve tout, assurait le présentateur. « Je ne te demande pas de me lâcher, dit Steve, juste de desserrer un peu. »« 1, 2, 3, commença-t-il à compter en levant un doigt. « Je crois que j'ai un peu mouillé ma culotte, dit-elle. »« Oui, pas étonnant. 4, 5, 6. »« Il faut qu'on sorte de là, Steve, reprit-elle. Comparé à ça, le type qui m'a cassé le nez pourrait être le Pernod. Tais-toi et laisse-moi compter, la coupa-t-il. Elle se tut, la bouche tremblante, la poitrine haletante, tandis qu'elle essayait de contenir ses sanglots. Steve regrettait d'avoir crié. Cette fille en avait vu même avant aujourd'hui, mais il n'arrivait pas à rassembler ses pensées. Bon sang, il n'était même pas sûr de penser à tout. 13, finit-il par compter. Non, 14, corrigea Cynthia d'une petite voix humble. Tu vois, dans le coin, il y en a un qui est tombé. Il est tombé du... Elle voulait dire crochet, mais son bégaiement se transforma en un pauvre cri et elle se mit à pleurer.
Steve la prit dans ses bras et la serra, sentant son visage chaud et mouillé trembler contre sa poitrine. Elle était bas contre sa poitrine, elle était vraiment petite. Au-delà des mèches de ses cheveux aux couleurs extravagantes, il voyait l'autre côté de la salle, et elle avait raison. Il y avait un corps recroquevillé dans le coin. 14 morts en tout, dont au moins 3 femmes, peut-être plus. Avec leur tête penchée en avant et leur menton sur la poitrine, c'était difficile à dire. 9 portaient un tablier de laboratoire, non 10 en comptant celui dans le coin, et 2 un jean et une chemise sans cravate. 2 autres portaient un costume, cravate et chaussures cirées, et il lui sembla que l'un de ces deux-là n'avait pas de main gauche, et Steve n'eut pas à s'interroger longtemps sur le sort de cette main. Oh oui, il savait où elle était. La plupart avaient été tués d'une balle, une balle en plein front, parce que Steve voyait d'énormes trous de sortie à l'arrière de la plupart des têtes baissées. 3 au moins avaient été ouverts comme des poissons. Ils étaient suspendus, leurs blouses blanches tachées de rouge sombre et des flaques de sang en dessous de leurs intestins qui pendaient. Et maintenant, voici Mary Chapin Carpenter qui va nous dire pourquoi elle se sent heureuse aujourd'hui, annonça à la radio le présentateur, dont la voix se détacha d'une rafale de crépitements. Peut-être s'est-elle rendue chez Wallen à Austin? Demandons-le lui. Mary Chapin Carpenter entreprit de raconter sa bonne journée aux hommes et aux femmes morts dans le laboratoire de la compagnie minière de désolation. Elle expliqua qu'elle avait gagné à la loterie, et Steve lâcha Cynthia. Il fit un pas dans le laboratoire et renifla l'air. Pas de relent de poudre, à son avis, mais cela ne voulait peut-être pas dire grand-chose. La ventilation devait renouveler l'air assez vite. Mais le sang était sec sur les cadavres qui avaient été éviscérés, ce qui signifiait probablement que les auteurs du massacre étaient partis depuis longtemps. « Sortons » murmura Cynthia en le tirant par le bras. « Bon, d'accord, dit Steve, mais je veux juste… » Il s'écarta d'elle, quelque chose avait attiré son regard. C'était au bout de la table des ordinateurs, à droite de l'écran avec Dingo. Pas une pierre, pas une simple pierre en tout cas, une sorte d'objet en pierre. Il s'approcha pour le regarder. La jeune fille le suivit et lui prit à nouveau le bras. « Mais qu'est-ce que t'as? C'est pas une visite guidée !» C'est alors qu'elle vit ce qu'il regardait, qu'elle le vit vraiment. Elle lâcha Steve, tendit un doigt hésitant et toucha l'objet. Elle hoqueta et retira son doigt. Au même instant, ses fesses sautèrent en avant, comme si elle avait reçu une décharge électrique, et son bassin vint cogner le rebord de la table. « Nom de Dieu !» murmura-t-elle. « Je crois que je viens… » « Tu viens de quoi ?» demanda Steve. « Rien, dit-elle en rougissant. « Il devrait y avoir une photo de ce truc pour illustrer le mot hideux dans le dictionnaire. » C'était une sculpture qui était censée représenter un loup ou un coyote, et bien qu'elle fût rudimentaire, elle possédait assez de force pour leur faire oublier à tous deux, du moins pendant quelques secondes, qu'ils se trouvaient à 20 mètres de la scène d'un meurtre collectif. La tête de l'animal était tournée d'étrange façon, dans une posture curieusement affamée. Les yeux semblaient exorbités de rage et la gueule béante, disproportionnée par rapport au corps, presque une gueule d'alligator, et elle exhibait toutes ses dents. La statue, si c'en était une, avait été cassée juste sous le poitrail, et il ne restait que des moignons à la place des pattes avant. La pierre était tachée et érodée par l'âge, luisante par endroits, comme les pierres rassemblées dans un des paniers. À côté, retenu par une boîte de punaises, on avait posé une fiche. « Jim, qu'est-ce qui se passe? Tu as une idée ?» Signé Barbie. « Regarde sa langue, » dit Cynthia, d'une voix étrangement lointaine. « Et alors ?» dit Steve. « C'est un serpent, » répondit-elle. Oui, c'était un serpent à sonnette peut-être, une bête munie de crochets en tout cas. Cynthia releva brusquement la tête, les yeux dilatés d'effroi. Elle saisit Steve par sa manche de chemise et le tira. « Mais qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas au cours de dessin, nom de Dieu. Il faut qu'on sorte d'ici. » Oui, en effet, se dit Steve. Encore faudrait-il savoir pour aller où? Il s'en inquiéterait dans le camion, mais pas ici. Il avait dans l'idée qu'il lui serait impossible de réfléchir efficacement ici. « Et qu'est-il arrivé à la radio ?» demanda Cynthia. « Hein ?» demanda-t-il, avant de se rendre compte qu'il n'y avait plus de musique. « J'en sais rien. » Une étrange expression figée sur le visage, Cynthia tendit à nouveau le doigt vers la statue cassée. Elle la toucha cette fois entre les oreilles, la respiration haletante. La lumière clignota, Steve la vit clignoter, et la radio repartit.
Mary Champlin Carpenter chantait à travers les parasites. « Pourquoi t'as fait ça ?» demanda Steve. Cynthia le regarda, les yeux curieusement embrumés. Elle haussa les épaules et se lécha les lèvres. « Je n'en sais rien. » Soudain, elle leva les mains et se pressa les tempes très fort. Quand elle les rabaissa, elle avait à nouveau le regard clair, mais effrayé. « Mais qu'est-ce que... » dit-elle plus à elle-même qu'à Steve. Il tendit la main pour toucher lui aussi la statue, mais elle lui saisit le poignet avant. « Non, ne fais pas ça, c'est mauvais !» Il la repoussa et posa le doigt sur le dos du loup. Tout d'un coup, il fut certain que c'en était un, pas un coyote, non, un loup. La radio s'éteignit, et au même instant, il y eut un bruit de verre cassé derrière eux. Cynthia poussa un petit cri. Steve avait déjà retiré le doigt de la pierre. Il l'aurait retiré même si rien ne s'était passé, parce qu'elle avait raison. C'était mauvais. Mais pendant un moment, il s'était passé quelque chose, comme si un ou plusieurs circuits vitaux dans sa tête avaient été coupés. Sauf que, est-ce qu'il n'avait pas pensé à la fille? Est-ce qu'il n'avait pas fait quelque chose à la fille, avec la fille? Le genre de choses que tous deux voulaient essayer, mais dont ils ne parleraient jamais à leurs amis. Une sorte d'expérience. Tandis qu'il réfléchissait, qu'il tentait de se souvenir de quelle expérience il avait bien pu s'agir, il tendait à nouveau le doigt vers la pierre. Il n'avait pas pris consciemment la décision de le faire, mais maintenant qu'il y était, cela lui semblait une bonne idée. Que ce bon vieux doigt aille où il veut, se dit-il, fasciné. Qu'il touche ce qu'il... Mais Cynthia lui saisit la main et la lui tordit pour l'éloigner de la pierre à l'instant où le doigt allait atteindre le dos du loup. « Eh vieux, comprends-moi bien, dit Cynthia. Je veux sortir d'ici, tout de suite. Il prit une profonde inspiration et laissa l'air ressortir. Il recommença. Sa tête lui parut à nouveau un territoire familier, mais il eut soudain plus peur que jamais. De quoi exactement, il ne le savait pas, et il n'était pas certain de vouloir savoir. « Bon, d'accord, partons, dit-il. » Lui tenant la main, il la ramena dans le couloir. Il regarda par-dessus son épaule une fois vers la sculpture grise cassée. Tête tordue de prédateur, yeux exorbités, museau trop long, langue de serpent. Mais quelque chose d'autre au-delà. Les hélices et dingos avaient disparu, les écrans étaient noirs, comme si une surtension les avait éteints. De l'eau s'écoulait par la porte ouverte du bureau où était l'aquarium. Un des poissons étouffait dans un dernier sursaut sur le tapis du couloir. « Ah bon, se dit Steve, maintenant on sait ce qui s'est brisé, on n'a plus besoin de se poser de questions. »« Ne regarde pas quand tu passeras devant, dit-il à Cynthia. Contente-toi, t'as pas entendu quelque chose à l'instant demanda-t-elle. Des booms et des bangs, ou quelque chose de ce genre. Il tendit l'oreille, mais n'entendit que le vent. Puis il crut percevoir une sorte de frottement furtif derrière lui. Il se retourna d'un bloc. Rien, bien sûr qu'il n'y avait rien. À quoi s'attendait-il donc? À ce qu'un de ces cadavres se décroche et les suivre? C'est idiot. Même dans ces circonstances particulièrement angoissantes, c'était complètement dingue. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait écarter de son esprit, idiot ou non, cette statue. C'était comme une présence physique dans sa tête, un pouce brutal pressant la matière même de son cerveau. Il aurait préféré ne pas la regarder, il aurait surtout préféré ne pas la toucher. « Steve, reprit Cynthia, t'as vraiment rien entendu? Ça pourrait être des coups de feu. Et tiens, encore un !» Le vent hurlait sur les flancs du baraquement, et quelque chose encore tomba dehors, qui les fit crier et se serrer l'un contre l'autre comme des gosses dans le noir. Ce qui était tombé passa juste devant eux. « Je n'entends que le vent, dit Steve. Il est probable que tu as seulement entendu une porte qui claquait quelque part. »« Non, il y a eu 3 coups, affirma-t-elle. Ce n'étaient peut-être pas des coups de feu, plutôt des bruits de choc, mais ça peut être quelque chose qui s'est envolé. Allez, viens, mon chou, allons nous faire décoiffer. »« Ne m'appelle pas mon chou, et je ne te traiterai pas de tarte, dit-elle d'une petite voix. Elle ne regarda pas dans le bureau d'où sortait l'eau de l'aquarium, mais Steve, si. Il n'y avait plus qu'un rectangle de sable mouillé, entouré de morceaux de verre. La main reposait sur le tapis trempé près du bureau. Elle était tombée sur le dos. Un autre poisson mort gisait sur la paume. Les doigts semblaient presque l'accueillir. « Bienvenue, étranger, prenez une chaise et posez votre bagage. Mi casa et su casa. »« Oh, non merci, se dit Steve. » Il avait déjà entr'ouvert la porte donnant sur l'extérieur quand elle lui fut arrachée des mains.
Le sable tournoyait, les montagnes à l'ouest étaient complètement dissimulées par des membranes d'or de plus en plus sombres, du sable et de la poussière qui s'envolaient dans les 10 dernières minutes du jour, mais il vit distinctement les premières étoiles scintiller dans le ciel. Le vent soufflait maintenant en tempête. Un vieux baril rouillé, portant les mots Zoom Chingtronics, ne pas jeter sans retraitement, peint au pochoir, roula à travers le parking, longea le rider, traversa la route, puis s'enfonça dans le désert. Le tink 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 du filin contre le mât était maintenant fiévreux, et à leur gauche, quelque chose cogna 2 fois très fort. Le bruit ressemblait à des coups de feu tirés avec un silencieux. Cynthia sursauta. Steve se tourna vers le bruit et vit une grosse poubelle verte. Pendant qu'il la regardait, le vent souleva un peu le couvercle, puis le laissa retomber. Il y eut un autre bruit de choc. « Et voilà tes coups de feu » dit-il en élevant la voix pour qu'elle porte malgré le vent. « Oh, je ne sais pas, dit-elle. Ce n'était pas exactement le même bruit. » Une série de hurlements de coyotes s'éleva dans la nuit, certains à l'ouest, d'autres au nord. Il ne sut pourquoi, mais cela rappela à Steve de vieilles actualités sur la Beatlemania, ces filles qui hurlaient à en devenir folles à la vue des 4 garçons de Liverpool. Cynthia et lui se regardèrent. « Viens au camion, tout de suite, dit-elle. Ils se précipitèrent, enlacés, le vent dans le dos. Quand ils furent montés dedans, Cynthia verrouilla sa porte, abaissant le bouton de son poing avec détermination. Steve en fit de même, puis mit le contact. Le ronronnement régulier du moteur et la lueur du tableau de bord quand il alluma les phares le réconfortèrent. Il se tourna vers Cynthia. « Bon, alors, où aller raconter tout ça ? Austin est hors de question, c'est trop loin à l'ouest, et c'est de là que vient la tempête. On se retrouverait sur le bas-côté de la route à espérer que ce foutu moteur reparte une fois la tempête passée. Reste Ellie, à 2 heures de route, et plus si la tempête nous rattrape, ou le centre de désolation, qui n'est sans doute pas à beaucoup plus d'1 kilomètre. Ellie, affirma Cynthia, les gens qui ont fait ça sont peut-être ici, et je doute qu'1 ou 2 flics du cru, ou même la police de la route, puissent faire le poids face à ceux qui ont fait ce qu'on a vu là-dedans. Ceux qui ont fait ça peuvent aussi être sur la nationale 50, dit Steve. Souviens-toi du camping-car et de la moto du patron. Mais on a vu des voitures passer, dit-elle, avant de sursauter à nouveau, quand quelque chose tomba tout près, avec un gros bruit métallique. Mais bon sang, Steve, est-ce qu'on pourrait pas foutre le camp d'ici, s'il te plaît ? Il le souhaitait autant qu'elle, mais il secoua la tête. Pas avant qu'on ait résolu ce problème, c'est important. 14 personnes mortes, sans compter le patron et les gens du camping-car. La famille Carver, fit Cynthia. Oui, reprit Steve, et ça va faire du grabuge quand ça se saura. Ce sera une affaire nationale. Si on retourne à Ellie et qu'il s'avère qu'il y avait des flics à l'écoute de leur radio à moins d'1 kilomètre, et si les gens qui ont fait ça s'échappent parce qu'on a mis trop longtemps à donner l'alerte, eh ben, on va contester le bien fondé de notre décision. Et il ne faudra pas s'attendre à des gentillesses. Le tableau de bord donnait à Cynthia un teint verdâtre de malade. « Tu veux dire qu'on risque de penser qu'on a quelque chose à voir avec ça ?» demanda-t-elle. « Je n'en sais rien, » répondit-il. « Mais je vais te dire une chose. Tu n'es pas la duchesse de Windsor, et je ne suis pas le duc d'Earl. On est 2 vagabonds, rien de plus. Qu'est-ce que t'as comme pièce d'identité ? Un permis de conduire ? » « Oh, même pas, j'ai jamais eu le temps de le passer, dit-elle. J'ai bougé trop souvent. »« Alors, une carte de sécurité sociale ?»« Non, la carte, je l'ai perdue, dit Cynthia. Je crois que je l'ai oubliée quand j'ai quitté ce type qui m'a bousillé l'oreille. Mais je me souviens de mon numéro. »« Bon alors, qu'est-ce que t'as comme papier ?» demanda Steve. « J'ai ma carte de fidélité de Tower Records, répondit-elle d'un ton furieux. Encore 2 cases à remplir, et j'aurai un disque gratuit. » Il rit. Elle le regarda un moment, les joues vertes, des ombres ondulant sur son front, les yeux sombres, et il eut le sentiment qu'elle allait se jeter sur lui pour voir quelle quantité de peau elle pourrait lui arracher. Mais elle se mit à rire aussi, d'un petit rire nerveux qu'elle ne pouvait contrôler. « Viens là 1 seconde, dit-il, en lui ouvrant les bras. « On commence pas avec moi, je te préviens, dit-elle. » Mais elle glissa sur son siège et se leva contre lui sans hésitation. Il sentit ses épaules trembler. Elle allait avoir froid avec ce petit haut sans manches s'il fallait qu'il ressorte du camion. La température tombait d'un coup dans ces régions dès que le soleil se couchait. « Tu veux vraiment aller en ville, monsieur de Lubbock ?» demanda Cynthia. « Ce que je voudrais, c'est être à Disneyland en train de manger une glace. Mais je crois que nous devrions aller jeter un coup d'œil.
Si tout est normal, si on a la sensation que tout est normal, d'accord, on tentera de faire notre déclaration ici. Mais si on voit quoi que ce soit qui nous semble bizarre, on file sur Ellie à toute vitesse. Ok, mais je te ferai respecter ta promesse, lui dit-elle avec un regard solennel. Oui, tu peux, dit Steve. Il passa une vitesse et s'engagea lentement sur la route. À l'ouest, la lueur qui filtrait à travers le sable était maintenant couleur d'ambre. Au-dessus de leur tête, d'autres étoiles s'allumaient, mais elles tremblotaient dans l'air de plus en plus chargé de sable. « Et Steve, t'aurais pas un pistolet par hasard » demanda Cynthia. Il secoua la tête, songea à retourner au baraquement pour en chercher un, puis évacua cette idée de sa tête. Il ne retournerait pas là-bas, c'était tout, il n'y retournerait pas. « Non, j'ai pas de pistolet, répondit-il, mais j'ai un très grand couteau suisse, celui qui a toutes les cloches et les sifflets, et même une loupe. » « Oh bah ça me rassure beaucoup, » dit Cynthia. Il songea à l'interroger à propos de la statue, à lui demander si elle avait eu de drôles d'idées, des idées expérimentales, mais il n'en fit rien. Comme l'idée de retourner dans le baraquement, c'était trop effrayant. Un bras autour des épaules de Cynthia, il accéléra en direction de la ville. Le sable filait dans la lumière de ses phares, se tordant en longues ombres qui lui rappelaient les corps pendus à leur patère. Le corps de sa sœur n'était plus au pied de l'escalier, et c'était toujours ça. David regarda un moment à travers la porte vitrée. Le jour baissait, et bien que le ciel fût encore clair, indigo sombre, la lumière disparaissait au niveau du sol, étouffée par la poussière. De l'autre côté de la rue, une pancarte indiquant « cafétéria et boutique vidéo de désolation » se balançait dans le vent. Assis dessous, deux coyotes le regardaient avec attention. Entre eux, son plumage miteux, soulevé par le vent comme les plumes du chapeau d'une vieille grenouille de bénitier venant jouer au bingo un samedi soir, un grand oiseau chauve le regardait aussi. David reconnut un busard assis entre deux coyotes. « Mais c'est impossible, murmura-t-il. Sans doute, mais il le voyait quand même. Il s'habilla rapidement, tout en surveillant la porte. Sur le panneau de verre, on avait écrit « Services municipaux de désolation, ouvert de 9h à 16h ». Il noua ses lacets, prêt à faire demi-tour au galop s'il flairait quelque danger, s'il sentait même le moindre mouvement. Mais courir où? Et où se réfugier? La pièce à sa gauche était plongée dans l'obscurité et le silence. Il suivit le mur à tâtons, s'attendant à ce que quelque chose ou quelqu'un vienne l'attraper, mais il ne se passa rien. Il trouva l'interrupteur qu'il manœuvra. Quand ses yeux se furent habitués à la lumière des vieux globes au plafond, il avança d'un pas. Droit devant lui, un couloir-comptoir était surmonté de guichets aux fenêtres munies de barreaux, comme ceux des caissiers dans les vieilles banques. Il lut successivement « Impôts, permis de chasse, mines et essais ». Sur le dernier, plus petit, « Réglementation fédérale d'utilisation des terres ». À la bombe de peinture rouge, sur le mur derrière les fauteuils des guichetiers, on avait écrit « De ces silences, quelque chose peut s'élever ». C'est bien ce qui est arrivé, se dit David, en tournant la tête pour regarder l'autre côté de la pièce. Il est arrivé quelque chose de pas très... Mais il ne termina pas sa réflexion. Ses yeux s'écarquillèrent, ses mains montèrent à sa bouche pour étouffer un cri. Pendant un moment, le monde vacilla, devint gris, et il crut qu'il allait s'évanouir. Pour l'éviter, il retira les mains de sa bouche et se pressa les tempes, ravivant sa douleur. Puis il les laissa retomber, la bouche tremblante, regardant ce qu'il y avait au mur à droite de la porte avec des yeux tétanisés. Il y avait des patères. À la plus proche de la fenêtre était accroché un homme cerclé d'un ruban en peau de serpent. Deux femmes pendaient aux deux suivantes, l'une tuée d'un coup de feu, l'autre étranglée. Celle-ci avait de longs cheveux roux et la bouche ouverte en un dernier cri figé et silencieux. À sa gauche était accroché un homme en kaki, tête baissée, son étui de pistolet vide. « Monsieur Personne, peut-être, se dit David, l'autre représentant de la loi. » Près de lui, il y avait un homme en jean et chemise bleue tachée de sang. La dernière de la file était la puce. Elle avait été accrochée par le dos de son t-shirt motocops. On y voyait Cassie Stills devant son van, bras croisés et sourire aux lèvres. Cassie avait toujours été la motocop préférée de la puce. Sa tête pendait au bout de son cou brisé et ses chaussures tiraient ses pieds vers le bas. Mais ses mains, il ne pouvait détacher les yeux de ses mains, petites et roses, les doigts un peu écartés. « Je ne peux pas la toucher, je ne peux pas l'approcher !»
Mais si, il le pouvait, et il le fallait, s'il ne voulait pas la laisser là, avec les autres victimes de ce fou. Et puis, à quoi d'autre pouvait servir un grand frère, surtout un grand frère pas tout à fait assez grand pour empêcher le croque-mitaine de commettre des actes indescriptibles. Le savon vert qui séchait formait des copeaux irritants sur sa peau. Il joignit à nouveau les mains et les leva devant son visage. Il ferma les yeux. Sa voix, quand elle résonna, tremblait tant qu'il la reconnut à peine. « Seigneur, je sais que ma sœur est auprès de toi, et que ça, c'est seulement ce qu'elle a laissé derrière elle. Je t'en prie, aide-moi à faire ce qu'il faut pour elle. Je t'aime, ma puce, dit-il en ouvrant les yeux pour la regarder à nouveau. Je suis désolé d'avoir crié contre toi parfois, ou de t'avoir tiré les cheveux trop fort. C'en était trop. Il s'agenouilla par terre et entoura sa tête baissée de ses bras, incapable de respirer, sur le point de s'évanouir. Ses larmes traçaient des sillons sur la pâte verte qui couvrait son visage. Et ce qui lui faisait le plus mal, c'était de savoir que la porte qui s'était refermée derrière eux ne se rouvrirait jamais. Du moins, pas dans ce monde-ci. Il ne verrait jamais la puce partir pour un rendez-vous galant, ni marquer un panier 2 secondes avant la fin d'un match. Plus jamais elle ne lui demanderait de lui tenir les pieds quand elle ferait le poirier, ni si la lumière restait allumée quand la porte du réfrigérateur était fermée. Il comprenait maintenant pourquoi, dans la Bible, les gens déchiraient leurs vêtements. Quand il parvint à nouveau à se contrôler, il traîna une des chaises vers le mur où Christine était pendue. Il regarda ses mains, ses paumes roses, et son esprit vacilla à nouveau. Il parvint à se reprendre et découvrir qu'il en était capable si besoin était, et ce fut une bonne surprise. La douleur revint, plus insistante encore, quand il fut monté sur la chaise et put observer la pâleur de cire du visage et des lèvres pourpres de sa sœur. Prudemment, il laissa s'exprimer un peu de sa douleur. Il sentait qu'il valait mieux le faire. C'était la première fois qu'il voyait une personne morte, et c'était sa puce. Il ne voulait pas être effrayé par elle, ni dégoûté par elle. Alors il valait mieux la plaindre, et c'est ce qu'il fit. « Dépêche-toi, David !» Il lui fut impossible de décider si c'était sa voix ou celle de l'autre, mais cette fois cela n'avait pas d'importance. La voix avait raison. La puce était morte, mais son père et les autres en haut ne l'étaient pas, et il y avait sa mère. C'était le pire, d'une certaine façon, pire même que ce qui était arrivé à la puce, parce qu'il ignorait son sort. Le flic fou avait emmené sa mère quelque part, et il était capable de lui faire n'importe quoi. Oh oui, n'importe quoi. Je ne vais pas y penser, je ne veux pas y penser. Il pensa plutôt à toutes les heures que la puce avait passées devant la télévision, Mélissa chérie sur les genoux, à regarder Barney. Le dinosaure violet avait cédé la place d'honneur dans son cœur aux motocops, surtout Cassie Stiles et le beau colonel Henry, depuis environ 1 an. Mais David trouvait néanmoins que Barney répondait à son besoin du moment. Il ne se souvenait que d'une des chansons du dinosaure, celle qui se chantait sur l'air du Bois joli, et il la chanta en entourant la petite fille morte de ses bras pour la décrocher. La tête blonde tomba sur son épaule. Elle était lourde. Et comment avait-elle pu la soutenir bien droite toute la journée, petite comme elle était? Il pivota d'un quart de tour, descendit maladroitement de la chaise, tituba mais ne tomba pas. Il emporta la puce jusqu'à la fenêtre, lissant son t-shirt dans son dos. Il s'était déchiré, mais juste un peu. Il l'allongea par terre, une main sous son cou pour éviter de lui cogner la tête sur le plancher. C'était comme ça que maman lui avait dit de la prendre quand la puce était un bébé et qu'il avait voulu la tenir dans ses bras. Est-ce qu'il lui avait chanté quelque chose ce jour-là? Il ne s'en souvenait pas. C'était probable. De vilains rideaux verts encadraient les fenêtres étroites et hautes de 3 mètres du sol au plafond. David en décrocha un. Il étendit le rideau près du corps de sa sœur en répétant la petite chanson idiote. Il aurait bien aimé pouvoir lui donner Mélissa chérie pour lui tenir compagnie, mais la poupée était restée près du camping-car. Il souleva la puce et la posa sur le rideau dont il replia le bas sur elle. Elle fut recouverte jusqu'au cou, et elle lui parut beaucoup mieux ainsi. Oui, beaucoup mieux. Comme si elle dormait dans son lit, à la maison. Il se pencha pour l'embrasser sur le front. « Je t'aime, lui dit-il. » Et il rabattit le haut du rideau sur son visage. Il resta près d'elle un moment, les mains serrées entre les cuisses, tout occupé de nouveau à contrôler ses émotions. Quand il se sentit moins branlant, il se mit debout. Le vent hurlait, le jour était presque tombé, et le bruit de la poussière contre les vitres ressemblait à des milliers d'ongles tapant sur une table.
Il entendait aussi le grincement monotone, ric, 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 de quelque chose qui tournait dans le vent, et il sursauta quand quelque chose d'autre dans l'obscurité croissante tomba à grand bruit. Il s'écarta de la fenêtre et s'approcha du comptoir, hésitant. Il n'y avait plus de corps, mais des papiers jonchaient le sol derrière le guichet des impôts, certains tachés de sang séché. Le haut siège du préposé avait été renversé. Derrière les guichets se trouvait un coffre-fort ouvert. David y vit des piles de papier, mais pas d'argent, et rien ne semblait avoir été dérangé. À droite, plusieurs bureaux côte à côte. À gauche, deux portes fermées, toutes deux arborant des plaques dorées. Celle où était écrit « Chef des pompiers » ne l'intéressa pas, mais l'autre, celle du chef de la police urbaine, si. Son nom était Jim Reed. « Chef de la police urbaine, c'est un titre pour un policier de grande ville » murmura David. Il s'approcha de la porte, elle n'était pas fermée. Il caressa à nouveau le mur de la main et trouva l'interrupteur. La première chose qu'il vit quand les lumières s'allumèrent fut une énorme tête de renne sur le mur à gauche du bureau. La seconde fut l'homme derrière le bureau. Il était renversé dans son fauteuil. S'il n'y avait eu les stylos fichés dans ses yeux et sortant de sa bouche, la plaque, qui normalement indiquait son nom sur le bureau, aurait pu le croire endormi tant il semblait détendu. On lui avait croisé les mains sur son gros ventre. Il portait une chemise kaki et un ceinturon à bandoulière, comme l'autre flic. Dehors, nouveau bruit de chute, et les coyotes hurlèrent à l'unisson comme un quatuor venu droit de l'enfer. David sursauta et regarda derrière lui pour s'assurer que le fou ne le surveillait pas, mais il n'y avait personne. David regarda à nouveau le chef de la police urbaine. Il savait ce qu'il avait à faire. S'il avait pu toucher la puce, il pourrait probablement toucher cet étranger. D'abord, toutefois, il décrocha le téléphone. Il s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de tonalité, et c'était le cas. Il pressa pourtant plusieurs fois le bouton en disant « Allô, allô ?» « Service des chambres, envoyez-moi une chambre, songea-t-il. Et il reposa le combiné avec un frisson, puis fit le tour du bureau et s'arrêta près du mort avec les stylos dans les yeux. La plaque portant le nom du flic, James Reed, chef de la police urbaine, était toujours sur le bureau, donc celle qu'il avait dans la bouche en était une autre. Sur la partie dépassant des dents, il put lire « Et moi ». David sentit une odeur familière, pas de lotion après rasage ni d'eau de Cologne, et il regarda les mains croisées du mort et vit des profondes gerçures. Il comprit. C'était l'odeur d'une crème pour les mains, celle qu'utilisait sa mère sans doute. Jim Reed s'en était enduit les mains peu avant d'être tué. David tenta de regarder sur les genoux de Reed et n'y parvint pas. L'homme était trop gros et trop près du bureau. Il y avait un petit trou noir au centre du dossier du fauteuil, ça, il le voyait bien. Reed avait été tué par balle, et les stylos avaient été enfoncés, David l'espérait, après qu'il fût mort. « Bon, allez, dépêche-toi » se dit-il. Il commença à tirer le fauteuil en arrière, puis s'écarta avec un cri de surprise quand le siège, déséquilibré par le mouvement, projeta la masse inerte de Jim Reed par terre. Le cadavre fit un bruit sourd en heurtant le plancher. La plaque sortit de sa bouche comme un missile quittant sa rampe et tomba à l'envers. Mais David lut sans problème ce qui était écrit dessus. « Le chef, c'est moi. » Le cœur battant plus fort que jamais, il s'agenouilla près du corps. Le pantalon d'uniforme de Reed était déboutonné, la braguette ouverte, exposant des dessous indubitablement non réglementaires. Un caleçon large en soie couleur pêche, mais David le remarqua à peine. Il regardait autre chose, et il soupira de soulagement quand il le vit. Sur une des grosses cuisses reposait le revolver de service de Reed. Sur l'autre, une chaîne accrochée à un passant de ceinture retenait un trousseau de clés. Mordant sa lèvre, presque certain que le flic mort allait tendre la main, « Oh merde, la momie nous court après !» Et l'attrapé, David libéra le trousseau de clés de la ceinture. Au début, le mousqueton refusa de s'ouvrir, mais il finit par céder. Il fouilla dans les clés, priant pour trouver ce dont il avait besoin, et il trouva. Une clé carrée qui ressemblait à peine à une clé avec une bande magnétique noire sur toute la longueur. La clé des cellules de l'étage. Enfin, il l'espérait. David glissa le trousseau dans sa poche, regarda le pantalon ouvert de Reed, avec curiosité cette fois, puis dégagea l'arme de son étui. Il la prit à deux mains, sentant son poids et la violence qu'elle recelait. C'était un revolver, pas un automatique avec les balles cachées dans la poignée. Et pour pouvoir regarder dans le barillet, David tourna le canon vers lui, en évitant soigneusement de placer un doigt près de la détente.
Il y avait des balles dans chaque chambre visible. L'arme était donc probablement en état de marche. La première chambre était peut-être vide. Dans les films, les flics y veillaient en général pour éviter de se tirer dessus par accident. Mais il se dit que cela n'aurait pas d'importance s'il pressait la détente 2 fois de suite très vite. Il fit pivoter l'arme et l'inspecta par l'arrière à la recherche d'un cran de sécurité. Il n'en vit pas. Tout tremblant, il pressa légèrement sur la détente. Quand il vit le chien commencer à se redresser, il relâcha vite la pression. Il ne voulait pas tirer ici. Il ne savait pas à quel point les coyotes étaient intelligents, mais s'il savait quelque chose, ça concernait probablement les armes. Il retourna dans le grand bureau. Le vent hurlait, projetant du sable contre les fenêtres. Les vitres étaient violacées maintenant comme des ecchymoses. Bientôt elles seraient noires. Il regarda le vilain rideau vert et la forme en dessous. « Je t'aime, la puce, pensa-t-il. Puis il retourna dans le hall. Il y resta un moment, à inspirer profondément, les yeux clos, l'arme contre une jambe, canon vers le sol. « Seigneur, dit-il, jamais je n'ai tiré de ma vie. S'il te plaît, aide-moi à me servir de ce revolver, pour l'amour de Dieu. Amen. » Cela fait, David s'engagea dans l'escalier.